Bonjour, c'est Mario Labrec encore une fois, donc courtier immobilier chez Remax Accès depuis presque 20 ans. Donc, je voulais faire un petit podcast aujourd'hui, tout simplement, encore une fois, pour m'amuser. Hein. Je fais beaucoup de podcasts pour m'amuser. C'est pas compliqué comparé aux vidéos. Quand on fait les vidéos, c'est pas mal plus compliqué à faire le montage et tout ce qui va avec pour rendre quelque chose qui est quand même potentiellement pas pire à regarder aussi puis à écouter. Je pense que je réussis quand même pas pire dans le montage, mais je sais que c'est pas évident là, d'écouter ces choses-là. Mais il faut faut être intéressant, je pense. C'est pas facile de toujours être intéressant. Puis d'avoir des sujets intéressants qui intéressent les gens. J'aimerais ça en avoir encore plus. J'aimerais ça que les gens communiquent avec moi, me donnent des sujets, me donnent même des gens qui seraient intéressants d'interviewer. J'aimerais ça commencer ça aussi, à faire des petites interviews avec certaines personnes. Je vais probablement, dans les prochaines semaines, défricher un petit peu plus là-dessus. J'aimerais ça, là, avoir des gens qui sont que j'ai des questions, que j'ai des choses à connaître là-dessus, sur leur carrière, sur leur expérience. Des fois, sur les aventures qu'ils ont eues en cours de route, là, depuis le début. Il y a des anecdotes, des fois, qui sont le fun à connaître des gens. Je vais tenter, là, dans les prochaines semaines, d'apporter du nouveau là-dedans, d'apporter des gens qui vont donner un autre coup d'œil à mes podcasts, faire en sorte qu'on travaille d'une façon différente également. J'ai pensé même, là, probablement, des gens, des courtiers immobiliers qui ne sont pas nécessairement reliés avec Remax, là. Ça peut être des gens de d'autres bannières, ça peut être des courtiers, mais ça peut être des directeurs d'agence, ça peut être à peu près dans tous les niveaux, même si ça n'a pas de lien direct avec l'immobilier, il reste que c'est un domaine que les gens aiment beaucoup, même s'ils ne sont pas reliés directement à l'immobilier. La plupart des gens, soit pensent acheter une propriété, ont eu une propriété, ils ont présentement une propriété ou des propriétés. Il y en a qui ont des propriétés à revenus également. On va s'amuser un petit peu, quelques minutes, pour parler d'immobilier aujourd'hui. Donc, il m'arrive plein de choses. Ben, c'est normal. Quand on a affaire au public, je vous dirais que les situations diffèrent d'une personne à une autre. Puis c'est correct comme ça aussi, là. Il ne faudrait pas que tout le monde soit pareil. Mais il y a des situations qui sont plus... je pèse mes mots parce que je veux pas non plus faire en sorte que les gens se reconnaissent directement et qu'ils pensent que je pense ça d'eux autres ou peu importe. Mais il y a des situations qui sont pas faciles. Il y a des situations qui sont des fois pas embêtantes, mais pas difficiles à traiter, mais qui sont particulières à traiter. On va dire ça, ouais, particulières à traiter. J'ai des gens qui ont un condo en vente avec moi. Donc, je m'occupe de la mise en vente de leur condo. Ça fait déjà, je vous dirais, presque un an, je pense, que je l'ai en vente. J'ai eu quelques personnes qui ont visité dans l'année. C'est un secteur un peu plus difficile. C'est un immeuble un peu plus difficile à vendre avec les choses qu'il y a à faire là et tout ça. Notre vendeur, lui, ne l'habite pas. Il est loué présentement, le condo. Il l'a habité, je pense, 2 ans de temps quand il l'a acheté, il y a quelques années. Puis, il l'a loué depuis ce temps-là. Il s'est acheté une autre maison. On a justement revendu leur maison. Ça fait déjà peut-être pas tout à fait un mois encore là, que ça a été passé chez le notaire. Parce que là-dedans aussi, il y avait un locataire. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus, à ce sujet-là. Un locataire qui, je vous dirais, emmenait large au niveau du propriétaire. Donc, prenait beaucoup de décisions et il se faisait appuyer par le propriétaire. Tout le contraire dans l'immeuble à condo. Le locataire qui est là est super, nous donne accès facilement. Il nous dit, écoute, si je ne suis pas là, tu as la clé. C'est pas un problème. C'est complètement le contraire de la façon de travailler de l'autre locataire qui était dans la maison seul. Lui est super gentil, nous donne toujours accès. On n'a jamais de problème à le rejoindre. Il nous rappelle. Ça, c'est merveilleux comme expérience avec lui. Le propriétaire, lui, les propriétaires ne semblent pas beaucoup s'occuper du condo en tant que tel. Je ne crois pas qu'il ait été voir le condo dans les derniers mois, même probablement dans la dernière année, si ce n'est pas l'autre année. Là, on a eu un acheteur. On a un acheteur pour le condo qui nous a fait une offre, qui a eu une contre-offre qui a été acceptée par notre acheteur.
Et notre vendeur est d'accord avec le prix, tout ça, tout est correct, tout va bien. Et là, l'été passé, il y avait eu un problème de condensation dans une chambre, si je me souviens bien, qui avait du noir au plafond, qui avait le début de moisissure. Puis là, notre acheteur, il est passé vite, lui, il a fait sa visite. On lui a parlé de ça, point, mais ça a passé par-dessus la tête. Et notre vendeur, une fois que la promesse d'achat est acceptée par notre acheteur, la contre-offre, ben, il me revient en disant le gars est au courant qu'il y avait de la moisissure, puis ci, puis ça. Ben, ça a été réparé. Fait que notre vendeur, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant si ça a été réparé. Il sait pas. Mon locataire, il se peut avoir nettoyé ça, il se peut avoir arrangé tout ça. Puis la copropriété, eux autres, ils disent que c'est un problème parce que le vendeur, pas le vendeur, mais le locataire ne faisait pas fonctionner l'échangeur d'air. Ils ont dit juste à faire fonctionner l'échangeur d'air, puis ça va régler le problème. Il n'y en aura plus de condensation, il n'y aura plus d'humidité, il n'y aura plus de moisissure qui va tenter de se former là. Fait que tout peut être réglé. Mais notre vendeur n'a jamais fait de suivi. Il n'a pas fait de suivi avec la copropriété, il n'a pas fait de suivi avec le locataire non plus, ne s'est pas présenté là-bas, n'a pas vérifié, rien. Fait que notre acheteur, quand le vendeur me redemande ça, ben je refais une deuxième vérification à l'acheteur pour dire est-ce qu'il est au courant qu'il y a effectivement eu des problèmes de condensation, mais que supposément que le problème, selon la copropriété, c'est l'échangeur d'air qui ne fonctionne pas, qui était arrêté. Donc, il faut mettre l'échangeur d'air en marche pour que la condensation diminue puis qu'il n'y ait pas de possibilité de moisissure, tout simplement. Et là, notre acheteur a dit ben écoute, on va retourner, on va aller voir. On va aller voir ce que ça a l'air, juste pour être sûr, avant de signer des documents comme de quoi qu'il était conscient qu'il y avait eu des problèmes de moisissure, ben on va aller voir. Fait que notre acheteur se demande une nouvelle visite, ça s'en va visiter avec le courtier le condo et il y a encore du noir et il y a encore de la condensation dans les fenêtres. Supposément, moi j'étais pas là, mais supposément qu'il y en avait en masse de la condensation. En sortant de là, ben il dit écoute, on va commencer par faire inspecter. Je pense qu'en avoir le cœur net, parce que là, lui, il se fait dire que le problème a été réglé, parce que c'est le propriétaire qui a dit que le problème normalement a été réglé. Puis il ne sait pas si ça a été réglé puis ça s'est représenté après, encore à nouveau, ou si ça a tout simplement pas été réparé, puis c'est resté comme c'était. Fait qu'il a décidé de faire inspecter. Il a envoyé un document à faire signer au vendeur pour une inspection. Il a mis conditionnel. Il a mis sa promesse d'achat qui n'était pas conditionnelle à l'inspection. Il l'a mis conditionnel à l'inspection suite aux informations qu'on lui a données. Les documents de copropriété, donc les procès-verbaux, ces choses-là ont été envoyés à l'acheteur. L'acheteur avait des questions parce que dans les procès-verbaux, il est question de cotisations spéciales à payer et des cotisations spéciales à venir également. Fait que le vendeur, on demande au vendeur, écoute, es-tu au courant? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que ça a été payé? Le vendeur ne le sait pas. Il pense qu'il a probablement payé, mais il faudrait que nous, on s'occupe de la copropriété pour vérifier si lui a payé, pour savoir, bon, tout ça. Fait que là, je dis, écoute, c'est pas compliqué. De toute façon, l'acheteur ne voudra pas se rendre responsable des cotisations qui a été votées avant que lui passe chez le notaire, avant qu'il devienne propriétaire. Fait que c'est officiel que lui, là, il va demander, quand on va passer chez le notaire à la signature, bien, il va demander que toutes les cotisations spéciales soient payées par le vendeur pour s'assurer qu'il n'y aura pas de surprise quand il rentre dans le condo et qu'il dit hey, finalement, on a 20 000 de cotisations à payer cette année, alors que ça aurait dû être payé par l'ancien propriétaire, autrement dit, avant l'acte notarié. Fait que notre vendeur n'est pas content, c'est des nouvelles affaires, c'est des surprises. Toutes les raisons là, sont bonnes pour chialer, là, pour dire qu'on ne fait pas notre travail, pour dire qu'on n'est pas correct là-dedans. Mais le vendeur lui-même n'est pas capable de dire s'il a payé ses cotisations et s'il en a à payer. Donc, il n'a pas pris connaissance de ça. Et je dois rappeler, le gars, c'est un comptable. Donc, on comprend qu'il est placé pour connaître les choses, il est placé pour faire des calculs, puis il est placé pour être capable de lire les documents également.
Et si ça ne fait pas, il est placé pour demander des informations à la copropriété, contrairement à nous. Nous, ce qu'on a eu comme information de la copropriété, c'est qu'il n'y en avait pas de cotisation, qu'il n'y avait rien de spécial, mais c'est écrit dans les procès-verbaux. Fait que je pense que ça vaut la peine d'aller défricher ça pour notre vendeur, à savoir si jamais on ne le vend pas, il va falloir qu'il les paye, les cotisations. Là. Puis si on vend, bien, dépendant comment c'est voté la cotisation, est-ce que c'est une cotisation qui s'en vient plus tard? Puis pourquoi qu'elle s'en vient? Bien, c'est des choses qui vont être négociées avec l'acheteur. Parce que si c'est quelque chose que ça va permettre à l'acheteur une nouvelle affaire, un nouveau plus à son condo, bien, c'est peut-être une portion qui va s'absorber par l'acheteur. Notre vendeur n'a pas pris l'information. On n'a pas plus d'informations là-dessus au niveau des cotisations spéciales. Et l'inspection a eu lieu. Notre vendeur s'est déplacé. Il est allé en même temps pour l'inspection pour voir l'acheteur puis parler. Ils se sont entendus là, que les cotisations spéciales étaient payées par le vendeur, sauf une là, qui allait bénéficier après l'acte notarié. Là. Fait qu'une partie de cette cotisation-là va être assumée par l'acheteur. Fait qu'ils ont placoté ensemble puis ils se sont entendus comme ça. Au niveau de la condensation, la moisissure, tout ça, il paraît que l'inspecteur a vérifié. Ça serait vraiment l'échangeur d'air, peut-être, qui est en problème. Il faudrait faire vérifier, il faudrait le faire réparer s'il y a besoin. Il faudrait probablement faire nettoyer les conduits d'échangeurs d'air également pour s'assurer qu'il y ait une bonne circulation d'air puis qu'on n'ait pas de problème de condensation. Fait que si c'est vrai que la copropriété est allée vérifier, moi, j'ai demandé au vendeur de peut-être vérifier si la copropriété avait un document ou une facture de la personne, de l'expert qui est allé vérifier. On aurait pu fournir ça à notre acheteur pour lui démontrer que ça a été vérifié. Le problème, c'était ça ou c'est ça, puis il faudrait que ça soit corrigé. Mais notre acheteur aurait négocié avec notre vendeur aurait négocié avec notre acheteur directement sur place et aurait fait des promesses qu'il allait réparer l'échangeur d'air, qu'il allait faire le nettoyage et en tout cas, 3-4 petites choses. Mais le courtier qui était là avec son acheteur, dans le fond, a dit, écoute, il n'y a pas de problème, moi je vais tout simplement mettre ça par écrit. On va vous envoyer ça par écrit pour faire signer, pour que tout le monde soit d'accord sur les mêmes choses. Donc, hier, je reçois un document de l'acheteur qui explique là, les problèmes de la condensation, puis qu'est-ce qui doit être fait par le vendeur, le nettoyage des conduits, la réparation de l'échangeur d'air, quelques petites choses comme ça. Et aussi le fait que les frais de cotisation spéciale devront être payés, acquittés ou démontrer que le vendeur les a payés avant l'acte notarié, mais qu'il y en a une des cotisations qui va être, je pense, assumée, je pense que c'est en totalité, sinon presque en totalité par l'acheteur pour la nouvelle cotisation. Je pense que c'est des détecteurs d'eau qui vont être installés plus tard, qui ont été votés. Fait que là, je pense qu'ils sont entendus pour que l'acheteur paye cette portion-là des cotisations spéciales. Mais notre vendeur, il ne sait pas. Il n'est pas capable de dire si c'est payé ou pas présentement. Là, il n'a pas signé de document. Il m'a demandé, il dit là, il y a des nouvelles conditions dans la promesse d'achat, puis j'aimerais savoir la copie du rapport d'inspection, etc., etc. Mais moi, ce que j'ai comme information de l'autre courtier qui était là, c'est qu'il y aurait une entente qui aurait été faite verbalement avec l'acheteur, comme de quoi il s'engageait à faire les travaux là, au niveau de l'échangeur d'air pour régler le problème de la condensation et de l'échangeur d'air. J'ai expliqué que ce n'est pas des nouvelles conditions qui sont dans l'offre d'achat, c'est tout simplement que les gens se sont supposément entendus verbalement lors de l'inspection pour ces réparations-là, puis qu'ils s'engageaient à les faire avant l'acte notarié, tout simplement. Et que si le vendeur ne s'engageait pas par écrit avant l'acte notarié, notre acheteur, lui, il a juste à fournir son rapport d'inspection et un document comme de quoi qui se retire parce qu'il y a des problèmes de condensation et qu'il y a des problèmes de moisissure et il va se retirer de son offre d'achat tout simplement. Mais il n'est pas obligé de le faire. C'est si lui ne veut plus acheter pour ces raisons-là, probablement que la moisissure puis des problèmes de condensation à un niveau comme ça, je pense que c'est une raison pour ne pas acheter. C'est mon opinion. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un juriste, rien de ça, c'est mon opinion. Je pense que notre acheteur est placé pour fournir le rapport d'inspection et se désister. Donc, notre vendeur, si c'est vrai qu'il a pris entente avec l'acheteur,
au moment de l'inspection, ben, je sais pas pourquoi il niaise, mais je sais que c'est pas facile. Il n'aime pas vraiment les courtiers et pense tout le temps qu'on ne fait pas notre job. Et il a pris un courtier pour tout faire puis ne rien s'occuper. C'est ce qu'il me répète. Il m'a dit ça. C'est plate, c'est pas le cas. Le vendeur a quand même des responsabilités et il doit fournir des documents. Il doit savoir également si son immeuble est correct ou pas. Et chose qu'il n'est même pas capable de répondre. Au niveau de la condensation, il n'était même pas au courant. Là. C'est nous autres qui l'avons mis au courant l'été passé. Puis il a même fait aucun suivi à ce niveau-là. Il n'est même pas allé constater le problème lui-même. Il a juste appelé la copropriété. Puis la copropriété supposément allait vérifier, puis aurait supposément dit que c'est l'échangeur d'air qui est en cause. Mais il n'y a rien, c'est tout des supposés, là. Personne ne s'est déplacé là, pour valider cette information-là, puis on n'a pas de preuve de ça, rien. Fait que je ne sais pas ce qui va arriver avec cette transaction-là, si notre acheteur va continuer dans le processus. Notre vendeur n'a toujours pas signé alors qu'il est la modification pour l'entente qu'il aurait eue verbalement de faire les réparations concernant l'échangeur d'air puis concernant le problème d'humidité. J'attends des nouvelles de ça, mais je sais que notre vendeur n'est pas content. Et supposément que c'est ma faute. Là. Il y a des nouveaux frais qui s'ajoutent que lui n'était pas au courant. Les cotisations spéciales que moi, je dis qu'il doit les payer, ben c'est pas normal. C'est de ma faute s'il doit payer ça. Écoutez, il a fait des plaintes au niveau plus haut là, chez Remax. C'est désagréable, c'est pas le fun. Et je trouve ça dommage que la personne ne fasse juste remettre le problème à d'autres, alors que c'est lui-même qui est propriétaire et qui n'est pas capable de donner l'information, à savoir s'il a payé ses cotisations spéciales. C'est toujours bien pas compliqué de fouiller, de savoir s'il a payé ses cotisations spéciales. Comme j'ai dit, c'est un comptable. Donc, raison de plus pour avoir l'information. Je pense qu'il serait placé pour avoir l'information. Il serait placé pour donner tous les documents nécessaires s'il a payé les cotisations. S'il ne les a pas payés, ben, il va devoir les payer tout simplement. Ça n'a pas le choix. Ça fait partie de la propriété, de la copropriété, et c'est des responsabilités des copropriétaires de payer leur dû à la copropriété. C'est pour l'ensemble de la bâtisse, donc pour l'entretien, c'est pour... je sais pas, des nouvelles choses qui vont installer dans la copropriété au niveau des espaces communs. Donc, chaque espace privatif, ça appartient au propriétaire du condo, de l'espace privatif. Mais les espaces communs appartiennent à tous les copropriétaires en proportion de leur condo. Fait qu'ils ont des responsabilités là-dedans. Puis c'est voté à même l'Assemblée générale. D'habitude, des fois, ils peuvent faire des assemblées spéciales. Mais normalement, à l'Assemblée générale, ils vont se voter des nouvelles cotisations ou des nouveaux projets ou des nouveaux travaux à faire, ben c'est là que ça se voit. C'est pour ça que c'est important de lire les procès-verbaux des réunions. C'est là qu'on a l'information de la copropriété. Si le propriétaire du deuxième étage est en chicane avec le propriétaire du troisième étage, et on voit tout ça dans les procès-verbaux. C'est à ça que ça sert, puis c'est important de les lire puis d'en prendre connaissance. Comme courtier, comme vendeur, comme acheteur, je pense que c'est les documents les plus importants. Le reste, ben, le notaire va passer au travers s'il y a des problèmes au niveau des lots, des hypothèques et tout ça. Je pense que c'est le notaire qui va faire ce job-là. Mais en réalité, normalement, le vendeur est au courant de ces problèmes-là, s'il y en a. Donc, on a une transaction qui semble bien. Je pense qu'elle était bonne pour notre vendeur aussi, étant donné la situation, parce que ça fait 1 an que c'était en vente et il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu d'acheteur. Là, on en a un. Je ne sais pas ce qui va arriver de tout ça, mais on verra bien les décisions qui vont être prises. J'ai d'autres transactions qui sont en cours également. J'ai une autre maison qu'on a pris en vente juste avant Noël, puis on a eu une offre d'achat juste avant Noël qui a été acceptée, je pense, le 24 ou le 25. Le 24, je me souviens bien. Ça a été accepté officiellement par notre vendeuse. Écoutez, on met une propriété en vente. Quelques jours, les photos n'ont même pas eu le temps d'être installées sur le site. Les gens posent des questions, veulent aller visiter, vont visiter. En sortant de là, le soir, font une offre d'achat. Je pense que c'est le 23 au soir. On fait l'offre d'achat, signé leur offre d'achat. Et le 24 a été accepté par la vendeuse. Écoutez, le prix qui est demandé, la date qui est demandée par la vendeuse, tout correspond avec ce que la vendeuse voulait avoir. Donc, pas beaucoup de choix d'accepter.
On pensait à un moment donné qu'il y aurait peut-être des offres multiples parce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés également. Il y avait d'autres personnes intéressées. Mais personne ne s'est présenté. Il n'y a pas eu d'autres visites que celle-là. Donc, une visite, un acheteur, prix demandé et les conditions que la vendeuse voulait. On ne peut pas demander mieux pour la vendeuse, je pense. Même si on aurait espéré avoir... ça permet des fois d'aller chercher un peu plus d'argent au-dessus du prix demandé. Mais ce n'est pas le cas pour cette transaction-là à date. Donc, les gens ont fait une offre pas conditionnelle à une inspection et conditionnelle seulement au financement. Le financement est en cours. On a eu un petit mémo. Ils vont demander une évaluation. Donc, le niveau d'endettement, le niveau de remboursement de l'hypothèque par l'acheteur est passé. Cette étape-là est passée. Donc, il reste juste l'évaluation de la propriété pour savoir si ça vaut bien le prix pour la banque. Et si c'est le cas, le prêt va sortir officiellement, puis ça va devenir officiellement vendu également. Donc, c'est une belle transaction. Des fois, on va dire facile et vite. Mais en même temps, dans notre métier, il faut faire la moyenne des transactions. Il y a des transactions qui sont vraiment pas faciles, qui sont difficiles, qui a de l'argent de dépenser en publicité, qui a de l'argent de dépenser de toutes sortes ou en temps. Il y a d'autres transactions qui sont plus faciles et qui peut-être paraissent, comment je dirais bien ça, la commission apparaît grosse parce que ça s'est vite fait, mais il reste que le travail s'est fait quand même. Là. Si on est rendu là, si ça s'est fait en l'espace de quelques jours, c'est parce que le travail a été bien fait aussi en amont. Ça veut dire que c'est bien sorti, on a bien fait les choses, notre acheteur a bien aimé la propriété, ça a été bien présenté. La vendeuse a fait sa job également. Le ménage a été fait. Et je pense que la propriété est bien entretenue aussi. C'est ce qui fait en sorte que les gens ont pris confiance immédiatement, puis ils se sont dirigés tout de suite vers une offre d'achat, malgré une prise de possession qui est tardive dans le sens où ça va à l'automne prochain, avant la prise de possession. Donc, on fait juste un petit rappel. On est au mois de janvier 2021 et 2022, pardon. C'est tout nouveau. La prise de possession doit être au mois de novembre 2022. Fait que ça fait presque un an à attendre pour la prise de possession parce que l'acheteur accepte ces conditions-là, mais aussi parce que le vendeur a loué ou acheté un appartement également qui sera prêt, lui, en octobre 2022. C'est pour ça que la prise de possession est décalée à ce niveau-là, pour être capable de libérer l'endroit, s'en aller dans le nouvel appartement et continuer dans le processus de la vente officiellement, après ça, chez le notaire pour la signature. Fait que c'est... normalement, tout va bien se passer, puis tout devrait bien aller dans cette transaction-là. Les gens sont heureux d'acheter et la vendeuse est heureuse de vendre. D'habitude, quand les gens sont heureux partout puis que tout va bien, on n'a pas de problème. C'est pas toutes les transactions qui sont problématiques. Je vous dirais que c'est l'inverse. D'habitude, ça va bien. Les gens sont extraordinaires quand ça visite. La plupart du temps, là, oui, il y en a des têteux. Oui, il y en a autant des vendeurs têteux que des acheteurs têteux. Il reste qu'au final, ça fait partie de la job, justement, de décortiquer ça puis d'être entre les deux pour faire un tampon dans les négociations. Fait qu'on sert à ça, c'est à ça qu'on est formé ou qu'on l'a. Il faut l'avoir, moi, en tout cas, selon mon opinion, il faut avoir le sens de la négociation dans le sang un petit peu, puis être capable de comprendre les besoins de l'un versus les besoins de l'autre, puis d'essayer de tempérer, faire une moyenne entre les deux, puis arriver à un consensus là, pour que tout le monde soit content au final. La meilleure des situations, c'est quand les deux parties sont contentes. Oui, l'acheteur a payé 5 000 de plus, mais le vendeur a vendu 5 000 de moins, mais tout le monde est content. Tout le monde a fait leur part, tout le monde est... Puis ça vaut ce prix-là. Et si ça ne valait pas ce prix-là, la banque va le dire de toute façon. Si jamais ça ne valait pas ce prix-là, c'est pas inquiétant. À moins que quelqu'un paye cash, là, il n'y a pas besoin de conseil de personne, c'est lui qui va décider. Mais sinon, aussitôt qu'il y a un prêt hypothécaire inclus là-dedans quelque part, le prêteur va soit faire évaluer ou soit faire assurer son prêt hypothécaire qui, eux, l'assureur, vont soit faire évaluer eux autres aussi, ou dans leur système, vont avoir une machine qui va leur confirmer la valeur au pied carré, autrement dit, au pied carré du terrain, au pied carré de la bâtisse. Fait que ça confirme leur garantie. Donc, eux autres vont assurer le prêt à ce niveau-là. Puis,
on n'aura pas de problème. Tout va passer jusque chez le notaire, puis c'est tout. Donc, la seule chose, notre vendeuse n'avait pas de certificat de localisation parce que c'est une propriété qu'ils ont construite, elle et son conjoint. Ça doit faire à peu près, je pense, c'est proche 40 ans. Et ils n'ont jamais eu besoin de certificat de localisation. Fait que ça n'a jamais été fait. Donc, il a été commandé. La dame, je lui ai expliqué comment ça marchait, qu'est-ce que ça prenait. Et même pendant que j'étais là avec elle à signer le contrat de courtage, elle a appelé l'arpenteur pendant que j'étais là et a fait les démarches pour commander son nouveau certificat de localisation directement, qui doit être prêt, je pense que c'était à la fin janvier, si je me souviens bien, que l'arpenteur avait mentionné. Ce dossier-là devrait être réglé d'ici là, si tout se confirme dans le certificat de localisation, parce qu'il pourrait arriver un problème au certificat de localisation. À ce moment-là, il va falloir peut-être trouver des solutions rendues là. On est là pour ça. Mais règle générale, à cet endroit-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour vous dire comment la cliente est heureuse et contente de la situation, puis qu'elle trouve que le travail a été bien fait, même si ça s'est fait rapidement, ben écoutez, j'ai rendez-vous, je pense que c'est demain ou après-demain, chez le voisin. Le voisin va mettre en vente sa maison et elle m'a référé au voisin. Le voisin est très confiant également et m'a tout simplement dit qu'il mettait sa maison en vente avec moi par téléphone et je me rends là-bas, dans le fond. Je pense que c'est mercredi que je dois me rendre là pour finaliser, signer le contrat, prendre les mesures et voir que tout soit correct là, avec eux pour la mise en marché ensuite. D'ici la fin de semaine prochaine, autrement dit, normalement, leur propriété devrait être en vente également. Et on verra si le prix, si les conditions font l'affaire, ben on va avancer dans ce dossier-là également. Puis c'est comme je vous dis, c'est le voisin. Directement le voisin. C'est des gens qui se connaissent probablement depuis la construction. Je pense qu'eux autres aussi sont là depuis le début, depuis qu'ils sont construits. Fait que c'est des voisins qui se connaissaient bien. Le monsieur, lui, la maison que j'ai vendue, là, la maison que j'ai une promesse d'achat présentement, le monsieur est décédé, ça fait pas un mois. Donc, son mari. C'était déjà décidé, c'était déjà prévu qu'ils partaient en appartement. Ils avaient déjà réservé leur place ou acheté leur place, leur nouvelle place. Fait que c'est pour ça que elle, il n'y avait pas de doute là, qu'elle continuait dans cette direction-là parce que c'était prévu comme ça. Et de quitter la maison, ben écoutez, c'est beaucoup trop grand pour une madame tout seule maintenant. L'entretien et tout ça. Fait que je pense que c'est un bon choix également qu'elle fait. Je pense qu'elle a bien pris une bonne décision à ce niveau-là. C'est une petite histoire qui s'est passée dans les derniers jours. Avec le confinement, avec le couvre-feu, on n'a pas de problème à venir à date. Quand on a commencé la pandémie l'année dernière, en 2020, on a eu des problèmes avec certains vendeurs qui avaient peur de recevoir des acheteurs. Et c'est comprenable, personne ne connaissait le virus en tant que tel, personne ne connaissait qu'est-ce que ça faisait, jusqu'où ça pouvait aller, etc. Et on avait certains vendeurs qui disaient, ben moi, je veux pas de visite, là, on va attendre que ça se calme. Ou si des visites virtuelles, ça serait préférable au lieu qu'ils viennent, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est pas facile d'acheter une maison virtuellement, là. La plupart des gens veulent quand même la visiter, ils veulent quand même être sur place, voir le sentiment qu'ils ont à l'intérieur de cette propriété-là, puis voir l'ensemble de la propriété, puis c'est comprenable. Mais il y en a quand même qui achètent de façon virtuelle sans être déplacés à l'intérieur de la maison. Ils vont quand même acheter sur papier une propriété. On va signer les documents tout par courriel, par signature électronique. Et il va rester même le notaire, même parfois en signature électronique également. Donc, les gens ne se sont jamais rencontrés physiquement, mais ils ont acheté une propriété. Ça veut dire qu'ils ont passé par l'intermédiaire du courtier, le vendeur, le notaire. Tout s'est fait virtuellement, par courriel ou par Internet. Fait que on a beaucoup de transactions qui se sont faites comme ça là, l'année passée. Il reste que les gens aujourd'hui, je vous dirais qu'on a, en tout cas moi, à ma connaissance, les vendeurs ne sont plus craintifs autant qu'ils étaient en 2020, quand la pandémie a commencé. On n'a pas de gens qui refusent des visites présentement ou qui demandent certaines choses. Oui, des fois, les gens vont préciser, j'espère que les gens vont mettre leur masque avant de rentrer. Ben oui, je pense que c'est la moindre des choses quand il y a des visites, là, que les gens gardent leur masque le temps de la visite. Le vendeur devrait soit pas être là ou lui-même porter un masque également. Ça évite la possibilité de... c'est mieux trop fort que trop faible. Donc, on prend pas de chance, on met les chances de notre côté à tout point de vue.
Puis je pense que les gens s'aperçoivent aussi qu'on fait attention. Et c'est pour ça que, en général, les gens sont en accord avec les visites, puis on continue de travailler. Ça nous permet de travailler. L'année passée, il y a 2 ans, on avait eu un arrêt de travail. Le gouvernement avait décrété qu'on ne devait plus travailler, qu'on ne devait plus aller chez les gens, qu'on ne devait plus... Bon, mais comme je dis, c'était comprenable. Personne ne connaissait exactement la situation. Personne ne connaissait le virus. Fait que c'est normal que ça panique un peu, puis je pense qu'on a tous paniqué à un moment donné sur ce virus-là. Le fait que c'était nouveau, puis qu'on ne le connaissait pas, puis qu'on pensait que ça allait exploser épouvantable. En tout cas, je pense qu'on est chanceux au travers de ça. Je pense qu'on va finir par apprendre à vivre avec et de passer au travers ces problèmes-là. Possiblement que le virus va s'éteindre également, ou pas s'éteindre, parce que je pense qu'on va vivre avec, mais plutôt va devenir un peu plus faible, même à l'heure qu'il est, de ce qu'on comprend. Le nouveau variant, le Omicron, semble pas mal moins problématique que le Delta et que l'original aussi. Il y a moins d'hospitalisation par cas, puis tout ça. Oui, il y a les vaccins, mais je pense que le virus en tant que tel a diminué en intensité au niveau des problématiques. Mais ça, écoutez, c'est mon opinion, là. J'ai vraiment aucune formation là-dedans, à part que de suivre sur l'information d'un bord puis de l'autre, à la TV, à la radio, les médias sociaux, puis tout ça, là. Fait que, on se fait une opinion au travers de ça, mais il reste que je pense qu'on est chanceux quand même que les gens nous appuient dans notre travail, puis que le besoin est encore là aussi, parce que de vendre une propriété avec un courtier versus s'annoncer soi-même, ben, je pense qu'il y a une différence également là-dedans, dans le sens où, justement, le courtier est là pour tempérer entre les deux, pas juste pour la transaction et la négociation, mais aussi dans la situation où on est présentement, ben, de faire penser de mettre le masque, de faire penser de laver les mains, de faire penser de ne pas toucher à tout dans la maison, qu'une personne, exemple le courtier, va s'occuper d'ouvrir des portes, va essuyer la porte après, toutes des choses comme ça, ben, je pense que ça met en valeur notre profession, ça met justement en valeur les façons de travailler professionnelles des courtiers. Oui, il y a des courtiers qui sont niaiseux. Oui, il y a des courtiers qui ne font pas leur job comme il faut, comme dans tous les métiers. Écoutez, il y a des policiers qui tuent du monde. Fait que on comprend qu'il y en a dans toutes les sphères, mais règle générale, en majorité, tous les courtiers font la job et font attention aux gens et font attention aux restrictions qui sont là, peu importe la date, l'année, la journée. Je pense que c'est important de suivre la réglementation puis d'être correct dans tout ça. En autant que les gens sont conscients, en autant que les gens sont d'accord avec les décisions qui sont prises lors des visites, peu importe de présenter une promesse d'achat ou la vente ou le notaire, ben, je pense que c'est ça qui fait la job. C'est ça qui fait qu'on est peut-être en train de se placer dans les bonnes professions. La pandémie va avoir eu un bon côté peut-être pour nous autres, c'est que justement vient démontrer qu'on s'occupe des choses, on s'occupe du monde, on s'occupe des façons de faire, on est là pour ça, versus si vous vous annoncez vous-même, ben, c'est vous qui devez faire respecter. Puis des fois, c'est mal interprété par celui qui arrive, qui veut visiter. S'il se fait dire en rentrant, « Hey, lave tes mains, hey, fais ci, hey, fais ça. » Ben voyons, tu sais, il ne savait pas m'en aller. Tandis que quand c'est dit par quelqu'un d'autre, quand c'est mentionné par quelqu'un d'autre, que les règles sont là, ben, je pense que ça fait un bon tampon entre les deux, puis ça améliore la situation. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter là. Au niveau immobilier, ça bouge. C'est encore, même, c'est de plus en plus le temps de mettre en vente avec le moment qui arrive. Le printemps arrive et même si les prises de possession peuvent différer, vous avez vu le cas, là, on parle de novembre 2022 pour une prise de possession présentement, et on a des acheteurs pour cette date-là, bien, ça veut dire que peu importe votre date de prise de possession, c'est le temps de mettre en vente, de profiter du marché tel qu'il est. Il est rapide et parfois il est le fun pour le vendeur parce que le prix va bénéficier de l'engouement des gens, mais il faut vraiment passer à l'action si vous avez l'intention de passer à l'action. Gênez-vous pas, appelez-nous. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me rejoindre à peu près de n'importe quelle façon en courriel sur les différents sites, sur Remax Québec.
Si vous tapez mon nom, Mario Labrec, vous allez me trouver facilement. Et on va s'occuper de vous, on va s'occuper d'aller vous présenter notre offre de service, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, notre méthode de travail, notre façon de travailler, les outils qu'on met en place, comment on va faire pour vendre la propriété, comment ça se passe, parce qu'il y en a qui n'ont pas aucune idée de comment ça se passe, les visites, comment ça se passe mettre en vente. Bien, on est là pour ça, pour vous expliquer le processus, puis ça va nous faire plaisir, là. Ça ne coûte rien, là. Et je veux dire, de prendre un rendez-vous ou de parler au téléphone ou de demander de l'information, ça ne coûte absolument rien. Tant et aussi longtemps qu'on ne passe pas chez le notaire, vous ne payez rien. Donc, je pense que ça vaut la peine, si vous avez des interrogations, de poser des questions, de connaître l'information. Puis en plus, c'est gratuit, même si on se déplace chez vous, qu'on va vous donner une idée de la valeur de votre propriété. Parce qu'on va vous donner une idée, mais le marché est assez fou qu'on peut se tromper. Hein? Et puis, généralement, on va se tromper, c'est plate à dire, mais ça va se vendre plus cher que ce qu'on pensait parce que le marché étant ce qu'il est aujourd'hui, ça fait ça. Et je voyais une pub d'un collègue qui dit vous n'êtes pas à vendre, vous ne voulez pas vendre votre propriété, mais à quel prix vous seriez vendeur? Ah, c'est une bonne question, parce que des fois, on n'est pas vendeur de notre propriété. On ne veut rien savoir. Mais, à ce prix-là, ben, je penserais pas mal. Ben, à ce moment-là, pour le savoir, prenez le téléphone ou écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir d'aller sur place, vous donner mon opinion, vous dire combien je pense qu'on pourrait aller chercher pour votre propriété, ben, dans vos poches, parce que moi, quand je rencontre les gens, j'ai le défaut et la qualité en même temps de vous dire exactement ce que ça va vous coûter. Donc, la rétribution du courtier, en exemple, là, elle est taxable. Bon, je sais très bien qu'il y a plein de courtiers qui ne parlent pas des taxes au niveau de la rétribution. Pourquoi? Ben parce que ça fait un chiffre de plus à payer pour notre vendeur. Fait que c'est sûr que ça peut décourager. Par contre, quand on arrive chez le notaire puis que ça sort chez le notaire, ben, je pense que c'est désagréable pour les gens, pour tout le monde, pour le courtier, mais aussi pour les vendeurs qui sont en train de vendre leur propriété, qui s'attendaient à avoir un montant d'argent X dans leur poche, mais que finalement, ils n'ont pas ce montant-là. Ben, c'est sûr qu'ils sont déçus. Parce que 15 sur, on va donner un chiffron, là, 15 sur 10 000 c'est quand même 1 500 $. C'est 1 500 $ qui va sortir de leur poche. C'est plate parce qu'ils ne rentrent pas dans la nôtre, mais ça va quand même sortir de leur poche. Ils vont avoir ce 1 500 $-là de moins dans leur poche pour faire des achats ou peu importe, payer des choses. Ben, je pense que c'est important de leur dire quand c'est le temps. Fait que moi, je me présente chez vous, je vous donne mon opinion sur votre maison, je vous dis les petites choses à améliorer, les petites choses qu'on devrait faire s'il y en a. Je vais vous donner l'information également sur le marché, comment ça va valoir, combien on pense d'être capable de vendre, dans combien de temps on devrait être capable de vendre, puis vous conseiller à tous les niveaux en immobilier. De toute façon, comme je l'ai dit tantôt, là, ça fait presque 20 ans que je suis courtier, donc je connais pas mal ma job. Fait que c'est facile pour moi de vous donner l'information, puis d'être en confiance également. S'il y a des questions, vous ne vous gênez pas, vous me les faites, vous m'appelez, vous m'écrivez. Je suis là pour ça, ça va me faire plaisir. Pour la suite, je vais probablement faire un podcast dans les prochains jours, de toute façon, un autre podcast sur des histoires ou peut-être en réponse à des commentaires que j'aurais eus ou des questions que j'aurais eues par des clients. Donc, je les attends, j'aime ça, j'aimerais ça. Si jamais vous avez des idées, vous aimeriez ça, je sais pas, moi, parler avec... moi, je suis chez Remax, mais vous aimeriez ça qu'on soit un courtier de Via Capital et un courtier de Remax, un en face de l'autre, puis qu'on se pose des questions par rapport à nos offres de services. Qu'est-ce qui diffère un de l'autre? Ça va me faire plaisir de le faire, là. Si vous avez des suggestions de courtiers qui pourraient faire ça, parce que c'est dans ma mire, éventuellement, je vais faire ce genre de podcast-là là, avec une entrevue, avec un partenaire ou appelez ça comme vous voulez, là, avec quelqu'un avec qui je vais être capable de répondre aux questions, de comparer nos réponses versus les services qu'on peut offrir. Parce que chaque courtier est indépendant et autonome. Ça veut dire qu'il peut offrir telle gamme de services, puis l'autre peut être complètement le contraire de ce service-là. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es courtier que tu es obligé de faire telle chose. À part, comme j'ai dit, la loi sur le courtage, bien, c'est sûr qu'il faut respecter la réglementation. Mais pour le reste,
c'est ouvert, autrement dit, à toutes les offres. C'est pour ça que vous voyez plein d'offres de courtiers. Il y en a des farfelus, il y en a d'autres qui sont vraiment intéressantes. Mais je pense que c'est bon de les débattre puis de voir les pour et les contre de chaque offre. Puis il y a du plus et il y a du moins dans toutes les offres, de toute façon, que ce soit chez Remax, que ce soit chez Via Capital, chez Royal Lepage. Peu importe la bannière, il y a du plus et il y a du moins partout. Remax est très gros. Remax est 140 000 courtiers dans le monde à l'heure qu'il est. On est 4 000 quelque chose courtiers dans la province de Québec. C'est sûr que c'est une force énorme au niveau de la clientèle parce qu'il y a beaucoup d'échanges de clients qui se fait à l'intérieur du réseau. Donc, si j'ai quelqu'un de Montréal qui veut s'en venir à Québec, bien, il y a un courtier de Montréal probablement qui va m'appeler et qui va me dire « Écoute, j'ai vendu la maison de Monsieur Chose, puis ils veulent s'en aller à Québec. Peux-tu t'occuper de leur trouver une maison? » Ils vont t'appeler ou appelle-les et ils vont te dire leurs critères, tout ça. Puis, je te laisse là-dessus. Tu as ma confiance. Mais les clients sont super corrects, puis tout ça. Donc, on va prendre ces clients-là en charge et on va les amener à Québec. Puis on va leur faire visiter ce qui les intéresse, éventuellement, probablement faire l'achat de leur propriété aussi. Fait que ce réseau-là n'est pas à négliger. 4000 quelques 100 courtiers dans la province qui font ça et 140 000 dans le monde. Je vous dirais que ça fait... on a une page, on a un groupe Facebook là, où, justement, j'ai un client de Montréal qui veut s'en venir à Québec. Dans le groupe Facebook, le courtier de Montréal va demander un courtier de Québec. Parfois, ça passe par le groupe Facebook, mais je vous dirais qu'avec les années, on a développé des partenariats avec des gens de confiance à peu près dans tous les endroits. Je ne vous dis pas dans le monde au complet, mais il reste qu'on a des courtiers dans le monde au complet. Fait que si vous voulez vous en aller en Afrique, on a possiblement un courtier en Afrique qui pourrait très bien vous répondre et faire des affaires avec vous, puis être en confiance avec le réseau Remax. Fait que je vous laisse là-dessus. Je prépare probablement un autre podcast d'ici quelques jours. Puis j'aimerais ça avoir des commentaires si vous en avez. Si vous avez des suggestions, je suis là. Merci beaucoup et une bonne journée et à la prochaine. Vendre votre propriété, c'est facile. Mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négociez dans les meilleures conditions et ne payez rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com